Donc c'est avec grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui Nelly Piclou qui nous fait l'honneur de venir de Lausanne. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est chef de service en endocrinologie et diabétologie au CHU de Lausanne et est spécialisée depuis longtemps dans la neuroendocrinologie. Et elle vient nous parler aujourd'hui de l'importance de la pulsatilité de la GnRH et de ses effets bénéfiques. Si vous avez des questions en cours, n'hésitez pas, je suis rapidement en avant, elle est d'accord pour répondre au fur et à mesure de l'entretien. Oui, absolument. Alors, est-ce que c'est OK sans micro? Alors, c'est mieux avec... Ça sera mieux avec pour le micro. Voilà, bonjour à tous. En premier lieu, merci de l'invitation. Et Lyon, c'est très chouette de venir ici. Et à nouveau, moi je suis endocrinologue. Ça va être une présentation sur des concepts d'endocrinologie. Et n'hésitez pas à m'interrompre. Hein, le but, c'est qu'on avance et qu'on ait une interaction. Alors, je vais vous parler en effet de la pulsatilité de la GnRH chez des patients qui ont une trisomie 21. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Un background sur la GnRH. Je vais vous montrer quelques dias sur des études précliniques qui ont été faites chez la souris, chez le docteur Vincent Prévost à Lille. Et puis, je vais vous montrer l'étude pilote que l'on a fait chez les individus avec syndrome de Down. Et ensuite, on verra où on en est par rapport à l'étude randomisée qui est en train d'avoir lieu à Lausanne. Alors, pour débuter, vous rappelez que la reproduction, que ce soit chez l'homme ou chez tous les mammifères, hein, la reproduction, elle est régulée par une hormone clé qui s'appelle la GnRH. Et cette GnRH, elle est sécrétée par des neurones spécialisés au niveau de l'hypothalamus. Et cette GnRH, elle est sécrétée sous forme pulsatile dans des vaisseaux, des capillaires fenestrés. On appelle ça l'éminence médiane, c'est juste au-dessous de l'hypothalamus. Et cette GnRH, elle va atteindre l'hypophyse antérieure, où des cellules spécialisées, les gonadotrophes, expriment le récepteur à la GnRH. Et lorsque la GnRH atteint le récepteur, on aura la sécrétion de deux hormones, LH et FSH, qui ensuite vont aller stimuler les gonades, c'est-à-dire les testicules chez l'homme, les ovaires chez la femme, pour produire essentiellement des hormones sexuelles, testostérone et œstrogène, et des gamètes, ovules et spermatozoïdes. Et ce système, bien sûr, a un feedback négatif au niveau de l'hypothalamus pour réguler de manière tout à fait fine la reproduction chez l'homme. Donc, jusqu'à présent, lorsque vous allez dans les textbooks, on voit que la GnRH, ces neurones à GnRH, sont essentiellement dans le noyau arqué, un des noyaux de l'hypothalamus, et les récepteurs à la GnRH sont essentiellement sur les cellules gonadotrophes de l'hypophyse antérieure. Alors, ces 5 dernières années, en fait, il y a eu des travaux très importants, essentiellement à Lille, mais aussi ailleurs, qui ont montré en fait que l'expression de GnRH et de son récepteur, le GnRH-R, n'était pas en fait limitée à l'hypothalamus et l'hypophyse, mais en fait qu'on retrouvait ce système dans beaucoup de parties du cerveau. Et donc là, ce que je vous montre, c'est une méthode qui s'appelle e-disco, où on peut en fait rendre les tissus translucides et se focaliser sur une protéine d'intérêt. Et ce que vous voyez, c'est un fœtus à 3 mois, humain, et vous voyez que vous avez de la GnRH qui est montrée ici en blanc, dans beaucoup de parties du cerveau. Et si on revoit ceci sur un plan schématique, on a bien sûr la GnRH qui est présente dans l'hypothalamus, là où les neurones à GnRH siègent, mais on a aussi la GnRH dans les bulbes olfactifs, les bulbes olfactifs très importants pour sentir. Et dans l'hippocampe, par exemple, c'est une partie du cerveau qui est extrêmement importante pour la mémoire, pour la cognition
et aussi de la GNRH ailleurs. Et puis, intéressant, il y a environ 3 ans, un groupe de Hongrie a fait des études histologiques sur des cerveaux humains adultes, et ils ont montré qu'au niveau du putamen, qui fait partie des noyaux gris, on avait plus de 150 000 neurones qui exprimaient et la GNRH et le récepteur à la GNRH. Et donc, à nouveau, une question pour se dire, mais est-ce que ce système, est-ce qu'il a un rôle au-delà de la reproduction? Est-ce qu'il a un rôle dans des fonctions supérieures du cerveau? Et donc là, je vous ai montré la GNRH. Ici, ce sont des études aussi par e-disco, donc on arrive à vraiment faire fondre les tissus et à garder l'immunostaining pour des protéines que l'on veut visualiser. Ici, c'est le récepteur à la GNRH. Là, vous avez le groupe du cortex, et vous voyez l'hippocampe ici. Et en plus grand, vous voyez cette immunostaining pour les récepteurs à la GNRH dans le cortex et dans l'hypothalamus, dans le cortex et l'hippocampe. Donc, la question, au vu de cette expression, l'humain est généralement bien fait, et en fait, quand on a une hormone, un récepteur, dans un endroit du corps, généralement, il a une fonction. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, c'était une des parties, c'est-à-dire cette expression de cette GNRH et son récepteur dans des régions du cerveau dont on n'avait pas l'idée auparavant. Et puis, d'autre part, le groupe de Vincent Prévost à Lille étudie depuis très longtemps la régulation de ce gène, la GNRH, puisque c'est elle vraiment qui est, on appelle ça pilot light, c'est le régulateur majeur de la production. Et ici, un schéma qui vous montre qu'on a ces neurones à GNRH dont on a parlé, qui stimulent l'hypophyse et ensuite les gonades. Et au-dessus de ces neurones à GNRH, il y a tout un réseau, un network, un réseau neuronal qui en fait régule cette sécrétion de GNRH. Et parmi ces régulateurs, on a les hormones périphériques, testostérone, estradiol, on a le stress, on a les comportements, on a la lumière, on a probablement une sorte d'horloge interne qui fait que, par exemple, chez l'humain, la puberté se déclenche vers 12-13 ans. Mais on a aussi un réseau de micro-RNA qui régule la GNRH. Et pour faire court, ce groupe donc, de Vincent Prévost a montré qu'il y a à peu près 5 à 10 micro-RNA qui en fait inhibent des inhibiteurs de la GNRH. C'est un petit peu compliqué, mais pour vous dire qu'ils sont très importants dans la régulation de la GNRH. Et ces micro-RNA sont codés tous sur le chromosome 21. Le chromosome 21, celui qui, sur une forme trisomique, donne la trisomie 21. Donc, ils se sont intéressés aux souris trisomiques. Alors, qu'est-ce que c'est une souris trisomique? Il y a plusieurs modèles. Celui qui a été utilisé ici, c'est une souris qui a une trisomie du chromosome 16, qui correspond relativement bien au chromosome 21 chez l'humain. Ces souris ont aussi des troubles cognitifs. Ils ont un début de l'aging qui est avancé, et puis ils ont un manque de l'odorat. Donc ce sont des phénotypes qui sont relativement similaires à celui de l'humain. Et quand ils ont pris ces souris et ils ont regardé l'hypothalamus, là où se trouvent les neurones à GNRH et tout ce network de régulateurs, ils ont vu que ces micro-ARN, vous voyez ici en rouge, par rapport aux souris wild type, sont effondrés chez ces souris trisomiques, et la GNRH est diminuée, et puis les inhibiteurs juste en amont de la GNRH, eux, sont augmentés. Et donc, ceci montre que chez la souris trisomique, on a probablement une altération du système de la GNRH. Donc là, un petit dessin pour vous montrer cette trisomie du chromosome 16 chez la souris.
qui a à peu près 140 gènes qui sont similaires chez l'humain en chromosome 21 dans la trisomie. Donc, qu'est-ce qu'elles ont, ces souris trisomiques, par rapport au système de la GnRH et de la reproduction? Donc, ce qu'on fait toujours le groupe de Vincent, c'est de regarder dans l'hypothalamus l'expression de la GnRH qui est diminuée, et ensuite regarder dans le sang les hormones sécrétées par l'hypophyse et les testicules. Et ce qu'on voit, c'est que la GnRH est diminuée. Au niveau hormonal, on a quelques altérations, une augmentation de la FSH et l'âge modéré, et puis une testostérone normale. Mais ce qu'ils ont mis en évidence, c'est une pulsatilité de la GnRH qui est anormale, avec beaucoup moins d'amplitude, l'amplitude des pulses, et aussi beaucoup moins de fréquence de ces pulses à la GnRH. Donc, la prochaine question, c'était de se dire, ok, ce réseau de micro-ARN, il est en triple dose dans la souris trisomique. Il montre des altérations au niveau de la GnRH. Est-ce qu'il y aurait un lien avec les troubles cognitifs que l'on connaît chez la souris trisomique? Et là, ce qu'ils ont fait, c'est beaucoup d'expériences. Je vous les résume avec une qui me semble très importante. Donc, par des techniques donc de biochimie ou de biochimie très, très, très fine, on arrive aujourd'hui à injecter un construct qui contient un gène qui va coder pour un récepteur, et ce construct il va se lier upstream au promoteur GnRHR. Pour faire court, on exprime un récepteur et on peut ensuite injecter un ligand qui s'appelle CNO, et ce système va bloquer, par exemple, si on le fait upstream du GnRHR, va bloquer toutes les cellules qui expriment le récepteur à la GnRH. Et quand on fait ceci, vous voyez sur l'axe des Y, c'est le temps que la souris essaye d'aller retrouver l'objet. Vous avez donc le contrôle, on va injecter du sel, et puis ensuite on injecte le CNO qui va bloquer le récepteur à la GnRH. Et vous voyez qu'avec cette instrumentation, les souris ne sentent plus bien. Et Object Recognition Score, c'est une expérience qui fait que la souris doit aller chercher un objet à plusieurs reprises avec quelques tricks. Et ce que vous voyez, c'est que dès qu'on bloque le récepteur à la GnRH dans le cerveau, on a une diminution de cette capacité à aller trouver l'objet. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que le système GnRH et GnRHR, il est lié à la cognition chez ces souris Down. En plus, ce qu'ils ont fait, oui. Tout à l'heure, vous n'avez pas dit que c'est aussi lié à l'odorat? Oui, alors c'est lié à la cognition et à l'odorat. Cognition et odorat, vous vous souvenez que la GnRH et la GnRHR ont été retrouvés dans les bulbes olfactifs, qui sont essentiels pour l'odorat. Et chez la souris, en effet, quand on bloque la GnRHR, probablement ceci au niveau des bulbes olfactifs, on a une souris qui sent moins bien. Alors, l'objet, c'est vraiment visuel, c'est vraiment visuel, et donc c'est pas en rapport avec le smell test. Oui. Et donc, après cette expérience, ils ont fait des greffes d'hypothalamus normaux chez des souris Down. Et ils ont également montré que l'olfaction et la cognition étaient améliorées. Et à ce moment-là, j'ai rencontré le docteur Prévost à une des conférences, et il me dit il faut qu'on le translate à l'humain. Et ça me semblait quand même un grand leap de passer de ce modèle de souris à l'humain. Et c'est là où, en fait, il y a un concept qui est important pour ce qui vient par la suite. Et c'est un papier qui date de 1978, Science, qui a d'ailleurs donné lieu à un prix Nobel. Et qu'est-ce qu'il a montré, ce papier? Cette GnRH, cette toute petite hormone qui est sécrétée par les neurones à GnRH.
Pour qu'elle soit active, il faut qu'elle soit sécrétée sous forme pulsatile. Et ce schéma ici a été fait chez des singes avant la puberté, où on ne sécrète pas de GnRH. On leur a mis une petite pompe avec de la GnRH pulsatile, et vous voyez que la LH et la FSH sont montées dans des niveaux tout à fait normaux. Et ensuite, on a donné la même dose de GnRH, mais sur un fond continu. Et là, vous voyez que les gonadotropines s'effondrent. Donc, la GnRH qui agit sur le récepteur et la GnRH dans l'hypophyse, si on la donne sur un fond continu, on désensibilise le récepteur et il n'y a plus d'action. Et suite à ça, je lui ai dit, mais pourquoi avant d'aller chez l'humain, on n'essayerait pas ce paradigme chez la souris? On a chez l'humain des pompes à GnRH et on traite en fait des hommes ou des femmes qui ne vont pas spontanément au travers de la puberté parce qu'ils ont une absence totale de GnRH. Et on leur donne ces pompes avec une GnRH pulsatile et ils vont aller au travers de la puberté. Chez l'humain, je vous rappelle que la GnRH agoniste, qui est en fait une GnRH de très longue durée d'action, qui a été synthétisée comme telle, elle est donnée comme inhibiteur de la puberté précoce, elle est donnée pour les cancers de la prostate, etc. Donc, on a cherché et on a trouvé une mini-pompe pour les souris au Japon. Et ceci nous a permis d'essayer ce paradigme, donc d'essayer soit la GnRH en continu, soit en pulsatile. On a donné la même dose que chez l'humain, puisqu'on le donne en kilos par pulse, et puis on a donné la même substance, qui est la GnRH. Et qu'est-ce qu'on a vu? Donc, chez la souris wild type, lorsque l'on donne une pompe osmotique avec du sel, on ne voit rien du tout. Ce qui est intéressant, c'est que quand on donne une pompe avec de la GnRH en continu, chez la souris normale, on a une diminution de ce fameux Object Recognition Score, qui est un proxy pour la cognition. Et c'est comme si, c'est quand même intéressant comme notion, parce qu'on donne beaucoup en clinique des agonistes de la GnRH. Et qu'est-ce qu'on fait au niveau de la cognition, on ne le sait pas aujourd'hui. Mais si on se concentre sur la souris Down, vous voyez là que le véhicule n'a rien fait, l'infusion continue n'a rien fait, et quand on a donné la GnRH sous forme de pulse, on a vu une augmentation de l'objet recognition, et on a vu aussi une augmentation de la sensibilité de l'odorat chez ces souris. Donc, à ce moment-là, on s'est dit, OK, on a ce traitement que l'on donne depuis 30 ans chez l'humain, chez des patients qui ont une déficience complète en GnRH. On a ce modèle de souris qui nous dit que dans la souris trisomique, on pourrait avoir une amélioration de la cognition. Peut-être qu'on devrait y aller, on devrait faire une étude pilote. Et c'est en fait ce qu'on a fait. Donc le syndrome de Down, c'est à peu près une naissance sur 800. C'est la cause génétique la plus importante d'anomalies neurodéveloppementales. Ce sont des jeunes et des adultes qui ont des difficultés dans l'apprentissage, dans la mémoire, dans le langage. Et ils ont un phénotype qui est un Alzheimer précoce qui survient presque chez 90 à 100% des patients vers l'âge de 40 ans. Donc c'est un early aging chez eux. Et ils sont connus pour avoir une fertilité qui n'est pas tout à fait normale, même si le phénotype de reproduction n'a pas été étudié en détail chez ces patients. Ce qui est important de dire, c'est que ce déclin cognitif, aujourd'hui, on n'a pas de traitement pour eux. Et donc, on a reçu, c'était il y a 2 ans et demi, on a reçu de notre commission d'éthique l'approbation pour une étude pilote entre 6 et 10 patients avec syndrome de Down, pour lequel on donnerait 6 mois de GnRH pulsatile chez ces patients adultes. Et quelles seraient disons, les études qu'on voudrait faire durant ces 6 mois? Alors, bien sûr, on voulait regarder le phénotype reproductif, et puis on voulait faire un test assez simple
Il faut savoir que ces patients ont un temps d'attention qui est relativement limité et on ne peut pas faire des batteries de tests de cognitifs parce qu'ils ils s'arrêtent. Et on voulait aussi regarder sur le plan structurel, sur le plan de l'IRM, si on voyait des changements après 6 mois de traitement. Et aussi, on voulait utiliser l'IRM fonctionnel pour voir si on avait peut-être des changements aussi à ce niveau-là. Et puis, bien sûr, le préambule de cette étude, c'était de se dire qu'on voulait savoir si ces patients toléraient cette petite pompe, je vous la montrerai. Est-ce qu'il y a des effets secondaires qu'on n'a pas vu chez les patients avec déficience en GnRH qu'on pourrait avoir chez ces patients trisomiques. Et bien sûr, ceci était le préambule pour ensuite faire une étude randomisée à double aveugle qui aurait bien sûr qui serait beaucoup plus solide quant aux résultats obtenus. Alors, le design, on a étudié 8 patients avec syndrome de Down. C'est une étude qui était monocentrique, qui a été faite donc à Lausanne, en phase 2. Et les patients sont venus pour un screening. L'idée du screening, c'était de faire un examen clinique, bien sûr, et de s'assurer qu'ils soient verbaux, qu'ils puissent parler, puisque on a choisi comme test le MoCA, qui est un test de screening que vous connaissez probablement, qui détecte des défauts de cognition. Et on a aussi fait un test du langage qui est sur 10 minutes, qui est relativement court. Et puis, si ces personnes voulaient participer, étaient capables de répondre aux questions, ils pouvaient entrer dans l'étude où, en plus d'une batterie de sang, on a aussi fait une IRM relativement performante avec une partie fonctionnelle. Les patients, on leur a mis cette pompe à GnRH. Pour ceux qui font de la diabétologie, c'est comme une pompe à insuline avec un réservoir pour la GnRH. Et puis, on a un manager qui permet de spécifier les pulses que l'on veut. Chez l'homme, typiquement, c'est un pulse chaque 2 heures. Et on a donné ce traitement sur 6 mois. On avait une hotline qui était accessible 7 jours sur 7. Et de manière très intéressante, donc il y a 8 patients qui ont débuté le traitement et 8 qui ont terminé. Donc ça a été très très bien toléré et en fait ils étaient même contents qu'on s'occupe d'eux, voilà, et ça s'est bien passé. On a arrêté la pompe à 6 mois, on a refait la même batterie test et puis on les a revus 6 mois plus tard sans traitement avec la même batterie test pour savoir ce qui se passait lorsqu'on a arrêté la GnRH. Donc, tout d'abord, le phénotype de reproduction chez ces patients. Donc, là, je vous montre les 8 patients hommes. On a aussi mis dans cette étude une femme. Je vous dirai peut-être plus tard pourquoi ça a été difficile d'introduire des femmes dans cette étude. Mais là, donc, c'est des données sur les 8 hommes. Vous voyez que la testostérone en bleu, elle est relativement similaire à celle des contrôles. La LH, comme chez la souris, elle est un tout petit peu plus élevée. La FSH, un tout petit peu plus élevée aussi. Et puis, l'inhibin B, qui est un bon marqueur de fertilité, est relativement normal entre les individus avec trisomie versus les contrôles. Et ce profil de reproduction est relativement similaire à celui qu'on avait vu chez la souris Down. En endocrinologie, on fait souvent, par exemple, ici, un graphe où on note la LH sur l'axe des Y, la testostérone sur l'axe des X, et ça nous permet en fait de classifier les défauts, par exemple, de production de testostérone. Ce que vous voyez sur ce graphique, avec des petits triangles noirs, ce sont des hommes des hommes qui ont une absence totale en GnRH. Donc, ils ont des gonadotropines, une LH très très effondrée, et vous voyez qu'ils sont tous dans ce coin, donc à gauche. Les triangles ouverts sont des normaux, ce sont des hommes qui ont une testostérone entre 10 et 30, et une LH qui est normale, qui est typiquement au-dessous de 10. Et puis, dans ce cadran-ci, vous avez des hommes qui ont une testostérone abaissée avec une LH augmentée.
Ceci signe le fait qu'ils aient un défaut au niveau des testicules, et typiquement sur ce graphique, les points sont des patients avec syndrome de Klinefelter. Et en bleu, vous voyez nos patients avec trisomie 21 qui ont une testostérone relativement normale, mais une LH qui est un peu plus élevée que la normale. Est-ce que c'est un hypogonadisme compensé? Est-ce qu'il y a une petite touche d'insensibilité? Pour l'instant, on ne le sait pas. Et quand on fait la même chose avec la relation FSH-inhibin B, qui, elle, touche alors les tubes séminifères, là, vous voyez que les patients sont sur la ligne dont on s'attend. De nouveau, les plus sévères, c'est les Klinefelter qui n'ont pas du tout de sperme, les normaux, et puis nos patients qui sont un tout petit peu intermédiaires. Et on a aussi fait des tests de stimulation à la GNRH pour voir la réponse de la LH et la FSH. Et vous voyez que par rapport au contrôle, ces patients ont une réponse excessive. On n'est pas tout à fait sûr aujourd'hui de qu'est-ce que ça veut dire. Et des études sont en cours pour avoir un peu plus de granularité là-dessus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé chez nos patients durant et surtout à la fin des 6 mois de thérapie? Donc, cette pompe à GNRH, elle délivre chaque 2 heures chez l'homme 75 nanogrammes par kilo GNRH, et ça donne des pulses de LH que l'on voit très très bien, que l'on peut en fait visualiser avec une prise de sang en 10 minutes, ce qu'on n'a pas fait bien sûr chez ces patients. Donc là, vous voyez le profil donc de reproduction. Malgré la pompe, vous voyez que la testostérone, elle était normale avant la pompe, et elle est restée à des taux tout à fait normaux à 6 mois. Lorsqu'on a enlevé la pompe, on maintient une testostérone normale qui est tout à fait similaire au contrôle. L'inhibin B, qui est ce marqueur de fertilité, n'a pas bougé durant le traitement de la pompe. La LH, elle était tout à fait identique à 6 mois de traitement, et elle n'a pas bougé après qu'on ait enlevé la pompe. On a vu par contre une diminution significative de la FSH à 6 mois. Il faut savoir que la LH et la FSH, c'est 2 hormones qui sont sécrétées par la même cellule. Et en fait, le ratio entre l'un et l'autre, c'est la fréquence et l'amplitude du pulse de GNRH. Et ceci nous fait dire, sachant que la FSH elle diminue, que probablement ces patients avant la pompe avaient une fréquence de GNRH trop lente. Au niveau métabolique, on a des trends, mais rien de significatif. On a l'impression qu'après 6 mois de pompe, c'est intéressant, le glucose a tendance à s'améliorer, l'insuline aussi, et puis le marqueur de l'inflammation aussi. Une grande étude, bien sûr, est nécessaire pour prouver ces données. Et puis, qu'est-ce qu'il en est au niveau de la cognition? Alors, c'est vrai qu'on a ce test qui est relativement simple, qui dure 20 minutes chez une personne qui n'a pas de défaut de cognition. Chez nos patients avec trisomie, c'était à peu près une demi-heure, 30 à 40 minutes. Et vous voyez que du baseline à 6 mois, on a une amélioration de ce test. Il faut savoir qu'il y a plusieurs exemples. Ce n'est pas les mêmes tests avant et après. On peut les répéter, ça a été bien notifié. Et vous voyez qu'on a une amélioration significative à 6 mois qui semble persister après l'arrêt de la pompe. Au niveau du langage, c'est la fluidité du langage qui est alors notée. On a un trend vers une amélioration, et là aussi l'impression d'avoir une certaine stabilité après l'arrêt de la pompe. On avait étudié 3 contrôles qui ont donc reçu aucun traitement, et vous voyez que leur MOCA ou leur token est tout à fait plat. Durant le MOCA, une des parties, c'est pour étudier l'habilité visio-spatiale. Et en fait, ce qu'on leur donne, c'est un objet en 3D. Au baseline, c'est un cube. À 6 mois, c'était un lit. Et à 12 mois, c'était une chaise. Et vous voyez sur l'axe des X, S1, S2, ce sont les sujets, donc les 8 patients. Et vous voyez qu'au baseline, ceci a été codifié par des neurologues
aucun n'a reçu un point. Il y a il y a une définition assez fine pour dire si la personne arrive à dessiner avec une perspective 3D. Après 6 mois de traitement, vous voyez que 4 des patients ont réussi à faire un lit en 3D qui a reçu des points. Et à 12 mois, persiste cette amélioration de la possibilité de faire un dessin en 3D. Au niveau des contrôles, on n'a pas vu de changement. Donc, pour finir cette première partie, c'est pas seulement ou individus qui ont un syndrome de Down, ils ont soit un hypogonadisme hypergonadotrope pour compenser ou une discrète insensibilité aux androgènes. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, puisque les gonadotrophies sont un tout petit peu élevées, on a une testostérone relativement normale et on a cette réponse un petit peu exagérée au test à la GNRH. Et puis, le traitement à la GNRH pulsatile a été très bien toléré, puisque aucun des patients n'a fait un drop-out. Après 6 mois, on a vu une discrète diminution de la FSH, un trend pour une diminution de l'inflammation et des paramètres métaboliques. Et puis, on a vu une augmentation des scores cognitifs. Et ces améliorations semblent persister à l'arrêt de la pompe. Maintenant, à nouveau, cette étude est non randomisée. Elle peut avoir beaucoup de biais. Les patients sont revenus après 6 mois, ils nous connaissent. Peut-être qu'en étant moins anxieux, ces améliorations des scores cognitifs peuvent être dues à ceci. Donc, quand on a vu ces premiers résultats qui sont donc liés au score cognitif, moi j'étais toujours pas très excitée parce que ce n'est pas des études finales. On a fait cette étude pour voir si le médicament était bien toléré. Et bien sûr, il faut une étude randomisée avec une pompe qui délivre du sel versus du médicament pour vraiment prouver qu'on améliore ses fonctions cognitives. Maintenant, ce qui a été intéressant, c'est de regarder la partie neuroimaging, qui, elle, a moins de potentiel d'avoir des biais. Et là, on a travaillé avec l'équipe de Lausanne, qui ont une IRM relativement sophistiquée, où on peut en fait regarder la quantité de myéline, la diffusion de liquide. Enfin, bref, il y a plusieurs paramètres qui ont été pris en compte. Et puis aussi, on a regardé la connectivité fonctionnelle avec cette IRM. Qu'est-ce que c'est? Donc, on fait une IRM structurelle assez classique pour le patient. Et puis, les 20 dernières minutes, on lui demande de fixer un point rouge. On arrête la musique, on arrête le film. Et en fait, il est calme, ne parle pas et regarde ce point rouge. Et chez les personnes normales, quand on fait ceci, et on a les yeux ouverts, on a dans le cerveau certaines régions qui ont une activité synchrone. Et on appelle ça des module network, et on peut les voir. Comment est-ce qu'on peut voir ces activités synchrones avec l'IRM? En fait, quand on a une activité cérébrale, on a plus de, on a plus de sang, de vascularisation autour des neurones. Et dans ces capillaires, on a des globules rouges et de l'hémoglobine. Et en fait, ce que l'IRM capte, c'est vraiment l'hémoglobine avec un gris qui fait qu'on arrive généralement à voir 3 ou 4 régions du cerveau qui sont activées en même temps durant ce resting function MRI. Et c'est les données que je vais vous montrer chez nos patients avant et après GNRH. Donc, qu'est-ce qu'on sait au niveau du cerveau des individus qui ont un syndrome de Down? Les études sont limitées. Il y a des études où on a pris, disons, des âges très différents, alors que, comme je vous ai dit, la dégénérescence, l'Alzheimer précoce fait que c'est très différent si on regarde un cerveau à 40 ans ou à 20 ans à l'IRM. Et puis, beaucoup de ces patients ont une microcéphalie dès l'enfance et les ajustements n'ont pas toujours été faits. Donc, ce qu'on a utilisé, c'est en fait cette IRM qui en fait travaille avec des voxels, c'est des petites unités de 1 x 1 x 1 mm qui sont étudiées pour vraiment screener toutes les régions du cortex et aussi
des tractus. Et ceci permet vraiment d'avoir une image qui est entre la macroscopie et la microscopie. Et ce dont on était intéressé, c'était au contenu de myéline, de fer, à la diffusibilité de l'eau, et puis aussi au changement de, comment dire, aux tractus, hein, est-ce qu'ils étaient de bonne qualité ou pas. Avec l'IRM aujourd'hui, selon, on peut regarder si on a des tractus qui sont sains ou pas. Et puis, on a fait cette resting MRI où, à nouveau, on regarde, on prend le patient pour 15 à 20 minutes sans rien faire et on regarde quelle région du cerveau est activée. Alors, je vais passer là-dessus et qu'est-ce qu'on a vu? Alors, sur le level structurel, on a un volume chez le patient, chez nos 8 patients trisomiques, qui est plus petit que les 27 contrôles qui étaient age et BMI match, tant au niveau de la matière blanche que de la matière grise, mais ces différences en fait ne sont plus présentes lorsque l'on corrige pour le volume intracrânien. Donc un crâne plus petit avec des proportions matière grise, matière blanche qui sont relativement normales. Lorsqu'on a regardé les taux de myéline chez ces patients, ce que vous voyez ici, c'est une différence entre 27 cerveaux normaux et 8 cerveaux, enfin 8 images, bien sûr, d'individus qui ont un syndrome de Down. Vous voyez en vert que les patients avec syndrome de Down ont une perte de myéline sur les axes corticospinaux et au niveau du thalamus. Et on a aussi, et je ne vous le montre pas sur cette image, une augmentation du fer dans les ganglions de la base. Et on a aussi une très forte perte de volume, surtout au niveau du cervelet, mais aussi du thalamus et du gyrus cingulé. On a fait des études beaucoup plus poussées parce qu'avec ce type d'IRM, on peut vraiment aller dessiner les régions du cerveau qu'on veut. Et je vais aller très vite là-dessus pour vous dire que certaines régions du cerveau étaient bien sûr différentes entre nos contrôles et les individus avec Down. Lorsque l'on les corrige avec le volume intracrânien, reste le cervelet essentiellement qui est plus petit chez les Down que chez les normaux. Et puis, quand on regardait le contenu de myéline chez ces patients et contrôles, on voit qu'on a des différences assez marquées au niveau de la myéline, comme on l'a vu tout à l'heure, chez les patients versus contrôle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après 6 mois, vous voyez qu'on a une diminution de cette différence. C'est comme si une rémyélinisation prenait place durant ces 6 mois de traitement. Ici, on arrive au dernier examen IRM, qui était cet examen fonctionnel. Et à nouveau, on regarde ces modules de réseau qui normalement sont captés chez des personnes normales lorsque l'on reste sans activité. Et là, vous voyez au baseline chez nos patients, ces modules de synergie d'activité sont relativement faibles par rapport à un cerveau d'une personne normale. Et après 6 mois de traitement, là vous voyez que c'est assez flagrant. On va vraiment vers une connectivité qui s'approche de celle d'une personne normale. Donc, la conclusion numéro 2, c'est que les patients, les individus avec trisomie 21 ont une taille de cervelet, mais aussi des ganglions de la base et du thalamus qui est plus petite que la population normale, même en corrigeant pour le volume intracrânien. Ils ont une diminution de la quantité de myéline, surtout sur les régions corticospinales, mais aussi thalamus, et qu'ils ont une diminution importante de cette connectivité fonctionnelle.
Et après 6 mois de traitement, on a vu une augmentation de cette connectivité fonctionnelle et une diminution des différences au niveau du cerveau. Et là, je parle de la quantité de myéline qui était statistiquement améliorée, disons, après 6 mois de traitement. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce pilote? Comme je l'ai dit, c'est qu'un pilote, il n'y a pas d'études randomisées, il n'y a pas de bras placebo. Et donc, c'est sûr qu'il peut avoir des biais. Et aujourd'hui, ce pilote il nous a permis d'avoir des fonds pour faire une grande étude randomisée à double aveugle. Et cette dernière, elle nous confirmera ces résultats. Il reste beaucoup de questions. Si on donne la GnRH au niveau de la périphérie, la pompe elle est périphérique, comment est-ce que cette GnRH elle va entrer dans le cerveau si on imagine qu'elle va atteindre des récepteurs à GnRH dans l'hippocampe ou dans d'autres régions du cerveau? Là, le docteur Vincent Prévost est en train de regarder ceci de plus près et il semble que la GnRH puisse entrer du système porte, donc près de l'hypophyse, dans le troisième ventricule au travers des tanocytes, ces cellules gliales qui sont très importantes entre le troisième ventricule et l'éminence médiane. Une des questions qu'on se pose, c'est quelle est la pulsatilité de GnRH chez ces individus avec syndrome de Down par rapport à des individus normaux. Et ça, c'est une étude qu'on a en cours. Et puis, bien sûr, quand on parle de troubles de la cognition et de dégénérescence, aujourd'hui, on parle beaucoup d'inflammation. Et c'est sûr que nous avons étudié seulement 8 patients, mais on avait quand même un trend vers une amélioration de certains paramètres inflammatoires. Et dans l'étude randomisée qui vient de débuter début février, on va étudier ces paramètres et on va aussi, pour les patients qui l'acceptent, faire une ponction lombaire pour avoir ce ratio sang liquide céphalo-rachidien. Et chez les patients qui le veulent, on va aussi prendre une prise de sang où on va en fait sélectionner les érythroblastes et en fait on va les dédifférencier en cellules souches et les redifférencier en cellules oligodendrocytes, ce sont celles qui font la myéline. Et en travaillant sur des cultures avec ou sans GnRH, on va pouvoir voir si on voit in vitro des changements dans la myélinisation. Et puis, bien sûr, cette étude pose la question d'une extension à d'autres maladies neurodégénératives. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est que le docteur Prévost à Lille a fait les mêmes études chez des souris Alzheimer, en redonnant la pompe à GnRH en continu ou en pulsative. Et de manière assez surprenante, il a aussi montré des améliorations de ce côté-là. Donc, les perspectives, c'est qu'on a ouvert maintenant depuis la mi-février une étude multicentrique à double aveugle, placebo-contrôle, pour 56 hommes ou femmes. 3 patients ont été inclus, dont une personne de Lyon. Donc c'est possible pour la région de France, qui n'est pas trop loin de Lausanne. Les personnes peuvent venir nous voir, on leur paye l'hôtel et ils font leur examen de départ, de baseline, et ensuite ils repartent avec leur pompe et on les voit 6 mois plus tard. On a des zooms et en fait le patient de Lyon était même le premier et ça se passe très très bien. Donc voilà, c'est possible. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire donc en plus de cette étude similaire au pilote, on va regarder la pulsatilité de la LH, on va regarder ses paramètres inflammatoires, et puis aussi la vitesse des synapses. Ceci se fera dans les cellules iPSC. Et l'objectif, c'est donc vraiment de voir si on a un impact sur la cognition. On veut aussi regarder des impacts sur la structure de ces neurones, sur la connectivité, et puis comme je vous ai dit, on fait un bras un peu plus mécanistique avec la production d'IPS. Voilà, avec tout ça, je m'arrête là,
Et bien sûr, cette étude, même si elle est petite, hein, elle est assez intense. Et on a des personnes du laboratoire qui ont participé à cette étude, dont la doctoresse Anne Jacobs et Michaela Adamo. Et puis bien sûr, le laboratoire de Vincent Prévost à Lille et l'équipe de neuroradiologie, dont le professeur Draganski à la tête, qui ont fait tout ce travail sur l'imagerie. Voilà, je m'arrête là et je prends vos questions. Merci pour votre attention.